Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ce soir, émission exceptionnelle puisque dans un premier temps, on va parler du parcours du Tour. Le parcours 2023 est sorti. On va détailler ça étape par étape puis vous donner un petit avis général à la fin pour que vous puissiez savoir ce qu'on pense de ce parcours 2023. Également, on vous tease depuis la fin de la Vuelta sur une super annonce qu'on doit vous faire, un super projet qu'on mène de concert avec l'ensemble des podcasts. C'est ce soir qu'on va vous révéler ce qu'on vous prépare depuis des mois. Pour m'accompagner ce soir, il est là, vous le connaissez, il est beau, il est grand, il est fort, c'est Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torn, bonjour à toutes et tous. Eh bien écoute, ça va, là, prêt à décortiquer ce parcours du Tour de France qui me... Allez, Spoiler alert. J'en viens un petit peu tout de suite là, voilà, qui me plaît plutôt bien, sauf il y a quand même un truc qui me dérange. Voilà. D'accord, très bien. Et bah tu auras l'occasion de nous expliquer tout ça dans quelques minutes. Pour nous accompagner, vous l'avez découvert la semaine dernière. Il se jetait dans le grand bain, il est encore là aujourd'hui suite à vos retours ultra positifs par rapport à sa performance. C'est Charlie, salut Charlie, comment vas-tu ? Salut à tous, salut. Un grand plaisir d'être là encore aujourd'hui, merci pour tous vos retours positifs et ça va continuer encore bien. On a vécu une semaine précédente très riche avec ces différentes remises, donc aujourd'hui sujet totalement différent avec le parcours du Tour qui va être super intéressant à décortiquer pour vous permettre d'y voir plus clair. Très bien, merci Charlie, il n'est pas là malheureusement, c'est Raph, il n'est pas là ce soir, on espère le revoir bientôt, ne vous inquiétez pas mesdames, messieurs, Raph sera là pour la prochaine émission, je vous le promets. En attendant, je vous parlais d'annonces exceptionnelles. Eh bien, ça fait presque un an aujourd'hui, ça fera un an dans quelques jours que Radio Fringale existe et on a décidé pour la suite de l'aventure de se doter d'un statut juridique et pour cela, on a décidé de créer une association. Une association pourquoi ? Pour permettre aux auditeurs de participer au développement du projet Radio Fringale, pour que les auditeurs puissent donner leur avis sur les différents projets, sur les finances, etc. et pour qu'ils puissent tout simplement passer d'auditeurs à adhérents, pour que vous, chaque auditeur, puissiez investir directement dans le projet Radio Fringale. On a choisi le statut associatif pour tout ça, pour créer un collectif, pour développer avec ceux qui souhaitent s'investir dans le projet, dans le CA, dans des commissions de développement, dans différents postes qu'on va certainement être amenés à ouvrir au fur et à mesure du développement de l'association. Et pour cela, pour commencer, il faut commencer par adhérer. On vous a mis en ligne 2 formules sur le site Hello Asso. Le premier, c'est un pack adhésion à 5 € qui donne accès bien évidemment au statut de membre de l'association, d'adhérent, et également à un Discord sur lequel on pourra se rencontrer, on pourra discuter, et puis vous pourrez vivre les courses entre vous rencontrer, créer cette communauté Radio Fringale. Il sera accessible donc pour les adhérents à partir de la fin du mois de novembre. Un deuxième pack à 25 €, donc c'est le même pack que le premier, il comprend l'adhésion, l'accès au Discord, mais également un t-shirt spécial adhésion nommé Fringale sur le granon, je vous laisse un petit peu imaginer, qui sera donc le pack numéro 2 sera disponible jusqu'au 1er décembre. Pour les 25 €, vous avez le pack numéro 1 plus le t-shirt et les frais de port compris. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de nous soutenir et d'investir dans le projet Radio Fringale, c'est le moment. Comme je vous le disais, rendez-vous sur Hello Asso, l'ensemble des liens seront dans la description de la vidéo pour prendre votre adhésion et puis pour nous rejoindre et pourquoi pas, comme Charlie a pu le faire là, participer au développement du projet Radio Fringale. Maintenant que tout est expliqué, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par mail, donc à radiofringale@gmail.com. Pareil, on mettra l'adresse dans la description, ou en DM sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, à adhérer si vous le souhaitez et si vous voulez nous soutenir pour le développement de la chaîne et du coup maintenant le développement de l'association. Et en attendant, on va pouvoir passer au deuxième sujet, ou même peut-être plutôt au premier sujet qui nous intéresse pour ce soir, c'est le parcours du Tour de France. Et pour cela, Adrien, je vais te laisser la main et puis tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui nous attend pour les premières étapes de ce Tour 2023. Il faut savoir que le Tour de France en 2023 ne partira pas de France, comme c'est assez étonnant, assez souvent le cas. Hein. Là, ça va faire la deuxième année de suite. Et c'est le Pays Basque qui aura l'honneur d'accueillir un départ du Tour de France. Je crois que c'est seulement la deuxième fois où il part d'Espagne.
Et là, c'est une première étape en ligne entre Bilbao et Bilbao, donc une boucle de 182 km. Et voilà, tous les amateurs de cyclisme qui connaissent le Tour du Pays Basque savent que ce ne sera pas un terrain pour sprinter, mais bien pour puncher. Un petit peu dans le genre de profil où Alaphilippe avait pris le maillot jaune en 2020. Où voilà, c'est des étapes vallonnées avec des côtes à fort pourcentage, et notamment la dernière côte de Piqué, alors désolé, je prononce pas très bien le basque, 2 km à 10% et 500 derniers mètres à plus de 15%, à seulement 10 km de l'arrivée. On a un peu l'impression que cette étape a été tracée pour qu'Alaphilippe prenne le maillot jaune directement, hein, comme lors de ses plus belles heures. Voilà, donc à voir s'il aura retrouvé son meilleur niveau pour pouvoir distancer tout le monde. En tout cas, on sait que c'est des profils qui l'affectionnent, et il faudra être puncher absolument pour prendre ce premier maillot jaune sur le Tour de France 2023. Il y a un petit coup de cul à la fin, non, sur le profil? Ouais, il y a un petit coup de cul. Dur de savoir. Là, j'ai pas le détail, donc je sais pas vraiment. Mais ouais, on ça dirait a l'air de que remonter un peu, quoi. Ouais. Ouais. De remonter même pas mal. Donc un petit mur comme les Basques aiment bien nous proposer sur la ligne. Ouais. Peut-être une arrivée un peu comme l'étape que gagne Roglic cette année sur la Vuelta, là où devant Mats Pedersen, où ça remonte un peu sur la fin, sans être non plus un mur, mais où il faudra quand même avoir des capacités. Il faudra être véloce et il faudra surtout pas être cramé, quoi. C'est ça. Alors Charlie, que penses-tu de cette première étape? Selon toi, est-ce qu'on est sur une étape à voir absolument, ou une étape immanquable de cette édition 2023? Je pense que ça va être une étape de folie, hein. Clairement, on a été toujours habitué d'une première étape surtout sur le Tour, de folie, hein, où c'était hyper nerveux, le placement était hyper important, et là quand on regarde le profil avec des belles difficultés quand même, on imagine un petit peu les routes basques pas larges, bien étroites, où ça risque de frotter sévère. Et puis c'est surtout que dès le premier jour, clairement se rentrer dedans comme ça avec plusieurs reprises des différentes ascensions, on n'est pas dans l'économie sur une première semaine où d'habitude on peut être vraiment dans la gestion. Là il n'y aura pas de gestion, je pense, hein. Il y a clairement des coureurs qui vont venir pour jouer la victoire d'étape dès le premier jour, et qui auront les 3 premières étapes du Pays Basque clairement dans le viseur et comme objectif, parce que c'est franchement des belles occasions de briller, hein. Tout le monde est capable un peu d'aller déjouer les grosses équipes, hein. Donc non, ça va être du beau spectacle. Est-ce que vous voyez plutôt une échappée aller au bout, où vraiment ça va jouer dans la dernière côte, et peut-être les punchers les plus forts vont s'extraire? On pense à des Wout van Aert, à des Mathieu Van Der Poel, comme tu disais, Adri, Alaphilippe s'il est là. Comment vous voyez cette étape? Non, pour moi, puncher, là, c'est la première étape du Tour, on laisse pas trop de marge à l'échapper, et encore moins quand le parcours est difficile, au risque que la course nous échappe. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui seront intéressées par le premier maillot jaune, avec de très fortes cartes à jouer, hein. T'as cité Van Aert et Van Der Poel, on pourra penser à Girmay aussi. Enfin voilà, il y aura beaucoup d'équipes intéressées, et elles vont à coup sûr cadenasser la course. Et à mon avis, ça se jouera vraiment voilà, les favoris vont pas se découvrir avant les 15 derniers kilomètres. Mais il faudra être de toute façon absolument devant sa télé, après, juste parce que c'est le début du Tour de France, déjà de base. Et là, en plus, on a vraiment une étape difficile, et moi, ça me plaît bien que direct on rentre dans des parcours compliqués. Il faudra que les favoris au général soient hyper présents du premier au dernier jour. Et ça c'est cool, et on va retrouver ça tout au long de ce parcours. Charlie, tu nous parlais d'étapes nerveuses avec des routes étroites. C'est clairement une étape où faudra pas se vautrer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une étape où il faudra pas perdre de temps. Et puis pour revenir au scénario de course, pour moi une échappée ça me paraît un peu coton, parce que première étape ça roule souvent très très vite. Là en plus le placement va obliger la tête de peloton à forcément monter vite. Et non, moi je verrais bien un petit Français briller, un petit Madouas Cosnefroy. Je crois que niveau français on a un beau plateau capable d'aller briller.
Donc ouais, pourquoi pas. En plus, je pense que les descentes sont plutôt techniques. Quand je vois la dernière difficulté avant l'arrivée, je pense que la descente qui doit en suivre doit pas être trop mal. Donc non, c'est tout pour qu'un Français ouvre gentiment le tableau de victoire. Alors moi je veux pas vous spoiler, mais j'ai noté l'étape 18 Moutier-Bourg-en-Bresse pour notre première victoire d'étape sur ce tour. Hein. Mais bon, on en reparlera plus tard. J'espère pas. Ok, super. Alors, je pense qu'on a un peu tout dit pour la première. Adrien, est-ce que tu peux nous parler de la deuxième étape qui se trouvera à nouveau dans le Pays Basque ? À nouveau dans le Pays Basque et à nouveau en Espagne, entre Vitoria et San Sebastián. Un parcours de 209 km, également un profil accidenté, donc pour la deuxième journée de suite, avec notamment dans le final l'Alto de Jaizkibel, qui est bien connu des amateurs de la Classica San Sebastián. C'est la plus longue ascension de cette classique, ce sera aussi la plus longue ascension de ce début de Tour de France, avec 8 km à 5%. Le sommet de la bosse est à une vingtaine kilomètres de l'arrivée. Je pense que ça va être aussi une belle étape parce qu'il y a pas mal de bosses avant, des bosses courtes, pardon, où on va retrouver aussi une nervosité avec les petites routes du Pays Basque, comme l'a expliqué Charlie tout à l'heure. Voilà, moi je pense que cette étape-là sera moins fun, moins à voir que la première, parce que le Jaizkibel, ça reste relativement roulant quand même comme côte. Il y a pas de gros pourcentage. La longue descente et le plat sur la fin va pas encourager un homme seul à partir. Alors pourquoi pas un petit groupe ? Je pense que c'est pas assez difficile pour que les favoris au général se départagent vraiment, mais pourquoi pas voir les premières défaillances, les premiers coups de moins bien, le gars qui a trop ciblé la troisième semaine, qui est pas assez en forme au début du tour, pourrait le payer là si la course s'emballe. Donc il faudra vraiment être hyper attentif encore pour le deuxième jour de suite. Ah ouais, moi je la trouve un peu... je trouve presque, comme tu disais, pas qu'elle va pourrir la course, cette difficulté, mais que du coup elle va rendre la course qui aurait pu être plus excitante au vu du début du parcours, vraiment moins intéressante, parce que comme tu le disais, c'est une difficulté qui va pas être très difficile, et clairement, je vois même pas un favori pouvoir avoir une défaillance dedans, quoi. Ça me semble trop... Ouais, non, tu vois, j'ai même lu dans certaines débriefs d'autres médias que ça pourrait être déjà la première explication entre les favoris. Pour moi, ça va juste être un truc qui va permettre aux équipes qui ont genre un Wout van Aert dans l'équipe de pouvoir monter à un train bien élevé pour faire péter tout ce qui est sprinter et même routier sprinter un peu puncher. Et garder que vraiment les mecs ont une bonne pointe de vitesse à la fin pour aller laisser un Wout van Aert s'imposer tranquillement sur un sprint en peloton réduit sur San Sebastián, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie, de cette étape, toi. Bah, pour moi, elle reste pas moins intéressante. Enfin, je l'ai mis comme à voir absolument parce que déjà, il y a deux choses qui me plaisent sur le parcours de cette deuxième étape. C'est le fait qu'il y ait plusieurs classements de la montagne encore répertoriés. Et j'ai souvenir de l'année où on était du côté de la Bretagne pour le départ du Tour, où dès la première étape, on avait eu une bataille pour le maillot à pois. C'était assez fun à regarder. Donc là, on peut imaginer que ça va être encore le cas et il va y avoir des coureurs costauds dans l'échappée quand même pour aller prendre les points du meilleur grimpeur. Et puis déjà depuis la première étape, c'est quand même des distances assez longues. On va être sur 211 km sur cette deuxième étape. On commence clairement dans un très très bon rythme, avec en plus du relief. Donc non, ça va être hyper intéressant. Après, je pense que ça sera sans doute plus ouvert que la première étape. On pourra avoir peut-être des très bons punchers sprinters qui pourraient peut-être passer cette dernière difficulté après avoir. Un Pedersen, on l'a vu très bon. On sait pas s'il sera là, mais je veux dire, c'est un profil qui pourrait lui aller aussi. Clairement, même Binyam Germain, on parlait de lui tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus apte à passer cette dernière bosse. Après, voilà, tout dépendra du jour J, du scénario de course, en fonction du rythme mis dans la bosse et des différentes volontés des coureurs. Mais non, c'est encore une très belle étape, là. 2 étapes vraiment costauds. Une étape qui permettrait à l'échappée d'aller au bout ou toujours pas ? Début du tour, tout le monde voudra son étape, il n'y aura pas de bonne sortie.
Bon, sur le tour, c'est compliqué. Enfin, on le voit de plus en plus chaque année par rapport à des courses comme le Giro où en première semaine, on a déjà des échappés qui vont au bout. Voilà, je pense que, encore une fois, hein, ceux qui veulent à tout prix gagner, ils resteront bien au chaud dans le peloton et les équipiers feront le taf. Hein. Mhm. Ouais, Même, moi je suis d'accord. Je pense pas que les échappées matinales aient leur mot à dire sur ce début de tour. Très bien, et bien pour terminer ce triptyque au Pays Basque, Adrien, une étape qui va enfin nous permettre d'arriver en France ? Oui, exactement. L'arrivée en France, donc la 3e étape, entre Amorebieta Exciano et Bayonne. Magnifique. Je te remercie. Donc la 3e étape, courue un 3 juillet. Alors c'est facile au début du tour. Première étape 1er juillet, 2e étape 2 juillet. Oui, donc, il est pas mal, hein, c'est pratique. Donc 3e étape 3 juillet, 185 km pour rentrer en France et pour ne plus quitter la France jusqu'à l'arrivée à Paris. Alors c'est une étape qui a pas de difficulté sur la 2e partie et clairement c'est la première opportunité pour les sprinters de lever les bras. Je pense que les reliefs du début de course vont surtout permettre à une échappée de partir. Comme tu le disais, Charlie, il y a encore des points pour le maillot à pois. Ça, c'est cool. Hein. Les 3 premières étapes, il y a quand même, même les étapes d'après, il y a plein de points pour le maillot à pois. Donc ça, c'est top. Et donc là, ça va encore être une belle bagarre, je pense. Voilà, pour prendre l'échappée. Mais les sprinters, ils voudront absolument pas manquer ce premier rendez-vous, d'autant que c'est pas les jours d'après qu'ils auront une nouvelle chance de s'imposer. Donc là, clairement, les équipes qui ont orienté leur composition autour d'un gros sprinter, ils passeront pas à côté. Mm-hmm. Charlie. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Moi, je verrais bien, allez, pour donner encore un petit pronostic, Arnaud démarre. Il passe plutôt bien les bosses, le petit Arnaud. Après, mais il gagne pas sur le tour, Arnaud, Charlie. C'est vrai. Tu t'es trompé. Il gagne de temps en temps quand même. Bah oui. Il en a gagné deux. Faut pas l'enterrer. Hein. On charrie. Et après, c'est encore costaud quand même. Hein. Encore une fois, faut que ce soit un sprinter qui passe relativement bien les bosses. Un Jacobsen sera, même un Groenewegen sera en péril sur une étape comme celle-là. Le Groenewegen, là, à mon avis, il s'est dit ok, le tour, je fais pas cette année. C'est exactement, ouais. Non, mais parce que ils ont intérêt à être gentils. Après, c'est pas des côtes très raides, elles interviennent en début d'étape. Si l'échappée se forme au début, le peloton va peut-être pas rouler à toute blinde. Alors faut voir la côte de 5 bornes au milieu de l'étape. Et puis celle à 20 bornes de l'arrivée, Adrien. Elle est, pour moi... Attends, si t'as 4 bornes à 3% de moyenne, alors il y a un passage un peu raide. Le début est un peu raidard si tu te fais lâcher tout de suite, parce que tu vois, ça y va comme des zouaves et que l'étape a été rondement menée toute la journée. Au début, moi, je la voyais vraiment comme une vraie étape pour sprinter, cette étape de Bayonne. Et là, tu vois, de plus en plus, je me dis que les équipes qui ont des bons routiers sprinters, c'est l'occasion. Tu vois, des mecs qui sont pas des purs sprinters et qui pourront pas gagner sur une étape toute plate. On parlait de Girmay, s'il a toujours pas levé les bras, ou enfin voilà. Je pense qu'il va quand même falloir s'accrocher sur cette fin d'étape. Et puis il faut pas oublier les 2 jours qu'il y a eu avant. Hein. Ouais, en plus. Les 2 premières étapes ils vont garder dans les cannes. Ils vont garder les sprinters aussi, même si c'est pas leur terrain de prédilection. Ils vont pas faire la course. Après, je pense que, à mon avis, ça dépendra beaucoup plus du plateau de sprinters qu'il y aura. Si y a pas Jacobsen, il y a pas Ewan ou Groenewegen et qu'on est plus sur Sam Bennett aussi, qui pourrait. Voilà, des gars qui passent pas forcément très très bien les petites bosses. Si ces 4 sprinters ils sont là, leurs équipes vont essayer de contrôler un maximum la course et de faire en sorte que qu'ils arrivent bien dans cette bosse et après ralentir un petit peu le tempo. Par contre, si on a plus des Pedersen, des Van Aert et d'autres, de Girmay, Van Der Poel, qui eux ont tout intérêt à ce que l'étape soit dure. Là, peut-être que, si par exemple Girmay il passe à côté des 2 premières étapes, il se dit si on fait à son équipe, si on fait sauter tous les sprinters au début de la course, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un peu tôt encore pour vraiment savoir ce qui va se passer. De toute façon, c'est toujours trop tôt. Oui, c'est clair. Même à 30 km de l'arrivée, ce sera trop tôt encore, tant qu'on aura pas. C'est ça. Mais voilà, je pense pas qu'elle soit si horrible que ça, cette côte sur la fin. Ok. En tout cas, il y aura du paysage, mais les coureurs le verront peut-être pas, mais Pays Basque, c'est très chouette. Ouais. Très bien, donc là pour vous, sprinter qui arrive, arrivée massive et sprinter qui lève les bras à Bayonne, quoi.
Ouais, pour moi, ouais. Voilà, une étape à voir, parce que première arrivée potentielle au sprint, et si c'est pas une arrivée au sprint, c'est qu'il y aura une belle baston, du suspense, donc ouais, à voir. Ouais, je suis du même avis que toi. Pour moi, elle reste à voir. C'est la première qui devrait jouer au sprint. Et c'est toujours intéressant aussi de jauger qui sont les meilleurs sprinters. Ouais, non, je pense qu'il faudra quand même être devant sa télé. Je pense que les 30 dernières bornes, voire peut-être même toute l'étape, s'il y en a qui veulent mettre le feu aux poudres, peut être très intéressante à regarder. On enchaîne du coup, étape 4, Dax Nogaro, je vais m'en charger parce qu'elle a l'air vraiment trop intéressante. Normalement ça devrait arriver au sprint massif. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver un profil détaillé pour cette étape, mais de ce qu'on en a vu, là pour le coup ça devrait être vraiment tranquillou. Hein. Ouais, hein. Enfin, 182 km, moi je vous conseille de pas prendre 2 journées de congé pour regarder une étape pareille, encore moins à la télé, parce que franchement, ouais, là ça va être échappée publicitaire, peloton qui va rouler pour reprendre les échappées à 10-15 bornes de l'arrivée, et on sera bien dégoûté pour les quelques coureurs devant, à moins que en un an les stratégies de course aient évolué, je pense pas, ou au pire faut une tornade peut-être en cours d'étape. Après, il y a quand même, j'ai été un peu dur, il y a quand même quelques reliefs dans le Gers normalement, mais ça devrait quand même aller Ouais, au c'est sprint. pour des coureurs de leur niveau, je pense que ça passe gros plateau et bon braquet. Oui. Hein. Oui, je me fais pas trop de soucis pour eux, c'est des reliefs pour nous, mais pas pour eux en fait, si tu veux. Ouais, voilà. Donc voilà, et bon, surtout si les sprinters les moins à l'aise quand ça monte ont loupé le coche la veille, là ils vont clairement pas vouloir passer à côté de cette chance-là. Ouais, je pense qu'il y aura un scénario classique pour sprinter, avec une arrivée sur le circuit automobile de Nogaro. Donc voilà, ça c'est toujours, ce sera une route très très large, donc c'est toujours un petit peu particulier les arrivées sur circuit automobile. Le circuit de Claude. Donc peut-être, hein, peut-être. Allez, j'arrête. Donc ouais, non, à voir dans le final. C'est sûr ça vaudra pas le coup d'être toute la journée devant sa télé à bloc, mais voilà. Réservez-vous pour les jours qui suivent après, parce que ça va être du vrai tour. Il faut garder de l'influx. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, dès le lendemain, 5e étape, 5 juillet, Pau-Larens. La meilleure étape de Non, je déconne. Une étape qui devrait être quand même la première étape de montagne qu'on peut mettre dans cette catégorie-là. Il va falloir en profiter de cette étape, même si pour moi, elle devrait un peu accoucher d'une souris, parce que dans les Pyrénées, des étapes, va pas y en avoir des masses. Clairement, le président du Conseil Général des Pyrénées a été un peu moins bon que le président du Conseil Général de Haute-Savoie. On va le voir juste après, hein, parce que les étapes ne vont pas tant jouer ici. Pau-Larens, donc 165 km. 2 cols répertoriés avec une petite difficulté entre les 2 cols qui n'est pas répertoriée, mais qu'il faudra quand même grimper. On avait vu Pogačar s'imposer à Larens à l'époque, lorsqu'il avait décroché sa première victoire sur le Tour. Et Roglic aussi avait gagné à Larens, je crois, quelques années avant. Alors, si vous êtes slovène et que vous êtes jeune, cette étape est faite pour vous. Voilà. Mais non, en gros, moi, je vois plutôt une échappée aller au bout. Je suis pas sûr que les favoris se fassent vraiment la grosse guerre. Peut-être qu'on là, pour le coup, on aura une étape à défaillance. Mais je vois bien une petite échappée aller au bout comme ça. On n'aura pas trop envie de se bastonner parce que le lendemain, ce sera encore plus dur. Et franchement, je pense que c'est une étape à voir, mais ce sera peut-être pas non plus une étape de dingo, quoi. Entièrement d'accord avec toi. Je pense vraiment que les échappées vont se jouer à la fois la victoire d'étape et la prise du maillot jaune. Ouais. Parce que si jamais c'est des favoris ou des gars plus punchers qui auront pris le maillot sur les premières étapes, clairement là c'est entre guillemets une bonne occasion de le perdre si c'est un favori qu'il a et qui veut un peu libérer son équipe du poids de la course. Là clairement pour moi c'est une grosse étape pour des baroudeurs grimpeurs.
Et je pense que bah voilà, on connaît maintenant ces scénarios de course et ça va être hyper sympa de voir à mon avis ces deux bastons. Et ouais, déjà bah, je pense une grosse échappée et il faudra faire attention à pas laisser trop de champ, hein, un éventuel outsider voire moins qui pourrait profiter de quelques minutes d'avance pour bah voilà, pour un peu en profiter sur la suite du tour. On n'est pas à l'abri de ce genre de scénario à mon avis grâce à cette étape. Ouais, je rejoins complètement vos deux avis là. C'est sûr que, à mon avis, ça va être une étape où il se passera sans doute pas grand chose point de vue du classement général, enfin pour les gros leaders, où le peloton va laisser filer une échappée d'une dizaine d'unités. Et au pire, s'il devait se passer quelque chose dans le peloton, peut-être dans le col de Marie-Blanc, à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, mais plutôt dans le col du Soudet, je pense pas. Donc ouais, ça va être une étape de mise en jambe, on va dire, dans les Pyrénées pour mieux préparer la suite. Et on parlait de Slovène vainqueur. Bah, s'il faut être Slovène, on peut dire Mohoric parce qu'il correspond parfaitement aux qualités de baroudeur qui grimpe plutôt pas mal, même si cette année était un peu plus discret. Attention. Ouais, c'est un beau prono. Bon, malheureusement pour toi, Charlie, ce sera la deuxième victoire de Magnus Cort sur ce tour, mais Oui. c'est pas mal, hein, c'est pas mal pronostiqué. Ouais, et d'ailleurs, enfin, j'ai l'impression que le tour commence à s'inspirer vraiment un peu du Giro, où dans une première semaine, on met vraiment des difficultés pour donner peut-être plus de chance aussi aux échappés. Et c'est vraiment intéressant du coup. Ouais, là je pense qu'ils ont vraiment bien mis à profit ce départ au Pays Basque, où on est clairement dans les... tout proche des Pyrénées et de la haute montagne, pour l'amener assez tôt. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on n'est pas sur un concentré de montagne sur la 3e semaine. Et puis avant, on le sera quand même, Adrien. Par là. Oui, non, bah oui, mais pas concentré. Il y aura que ça, mais pas concentré. C'est aussi réparti sur d'autres moments de la course. Et ça, c'est vraiment pas mal, ouais. Ok, dernière étape que je vais vous présenter pour mon premier triptyque, c'est l'étape reine des Pyrénées, on va pas se mentir, avec 4 difficultés répertoriées, donc 3 qui vont vraiment faire très très mal. On va se taper l'Aspin, puis le Tourmalet, et l'arrivée à Cambas, qui finalement sera peut-être pas... c'est un col long, mais qui paraît pas non plus être le plus violent de la Terre. J'ai un peu peur que alors l'étape va être difficile, mais j'ai un peu peur que ce dernier col soit pas assez difficile pour qu'on ait une vraie bagarre entre les hommes forts. Par contre, celle-là, pour moi, c'est vraiment l'étape parfaite pour voir les premiers leaders qui vont avoir de grosses défaillances. Je pense que là, on va vraiment pouvoir, autant sur les étapes d'avant, il y aura peut-être une petite vingtaine de secondes perdues par-ci par-là, mais jamais bien violent. Là, je pense qu'on va pouvoir voir les grosses premières défaillances, mais malheureusement, on n'aura pas non plus une bataille monstrueuse entre les favoris, parce que le plateau de Cambasque, même s'il vient après l'Aspin, même s'il vient après le Tourmalet, c'est 16 km à 5,4% de moyenne. Alors l'arrivée est un peu plus difficile, mais clairement, ce sera pas assez dur. Bon, après, je pense que c'est quand même un bon petit condensé. J'ai vu, il y a 4000 mètres de dénivelé sur 145 bornes. Ça commence à faire quand même du très très bon. En plus, il y a une petite mise en route d'une trentaine de kilomètres avant la première côte. Et puis ensuite, il y aura le col d'Aspin. Encore une fois, je pense que les échappés ont une chance, même une très bonne chance d'aller au bout sur une étape comme celle-ci en première semaine. Mais par contre, on va sans doute, à partir de cette étape, avoir une explication des leaders et déjà avoir des premières indications dans le col du Tourmalet notamment. S'il y a une équipe qui est très solide au départ du tour avec un bon condensé de grimpeurs, je pense qu'elle aura un malin plaisir à tester les adversaires dans cette difficulté-là afin de déjà avoir une première indication pour le classement général, quoi. Ouais, moi je suis pas persuadé qu'il se passe grand chose avant les 5 derniers kilomètres où là vraiment l'ascension est un petit peu plus raide. Clairement à mon avis, billard pour les échappés, grimpeurs. L'enchaînement Aspin-Tourmalet, il est à la fois mythique et difficile, mais ensuite la descente du Tourmalet pour arriver au bas de la bosse, elle fait quand même 30 bornes. C'est rapide jusqu'à Saint-Sauveur. Après, c'est très roulant, donc là, clairement, les favoris, je les vois pas user trop leurs équipes et leurs équipiers tôt. À un moment où il y aura, à mon avis, il y aura pas d'écart encore à ce moment-là entre les leaders entre les favoris au classement général. Le début de la bosse finale est plutôt roulant, mais par contre, je pense que sur la fin, quand il y aura des gros pourcentages, l'étape, si elle s'est courue vite, on voit qu'elle est courte, hein.
À mon avis, là, il va y avoir vraiment des gros tests entre favoris et si les principaux candidats au maillot jaune final se sont pas vraiment montrés avant, là ils vont pas louper l'occasion, surtout que ce sera un peu plus light les étapes d'après. Et s'il y a des coureurs qui veulent marquer des points, comme on dit, prendre un avantage psychologique sur d'autres, ce sera là où il faudra le faire. Très bien, et écoutez, clairement, est-ce que vous pensez que la personne qui sera en jaune à l'issue de cette étape sera en jaune à Paris ? Non. Très bien. Non, ouais, je pense pas non plus. Je pense que c'est toujours eu quelqu'un qui l'aura pris sur une échappée. À mon avis, les favoris seront pas aux avant-postes du général. Écoutez, je vote non aussi, mais par contre, j'exclus pas que le vainqueur de cette étape soit le vainqueur à Paris également. Ah ouais, toi, c'est un tour à la Valco, quoi. Ouais, je sais pas, je le sens bien, tu vois. Je vois bien là le mec qui va s'imposer sur cette étape. Ouais, je sens que ça va être un mec costaud et je pense qu'il va être slovène. Ah bon, et t'allais dire Madouas. Je pense qu'il s'appellera Thibaut Pinot. Romain Bardet, pardon. Non, Raph sort de ce corps. Arrête, c'est pas possible. Non, mais ouais, je pense qu'il y a bien moyen que celui qui... Enfin voilà, même s'il y aura beaucoup d'étapes après, sans prendre le maillot jaune, mais juste prendre un premier ascendant et je pense qu'il y a quand même des favoris qui auront des fourmis dans les pattes. Alors on sait qu'il y en a qui vont pouvoir se mêler aux victoires à Bilbao, dans le Pays Basque, voilà, et qui ont assez de punch pour aller jouer avec les meilleurs punchers, mais je sais pas, je vois bien dans cette étape-là quand même peut-être une... Ouais, l'homme le plus fort de ce tour-là, être capable déjà, sans faire d'écart, mais juste aller la gagner en mode, voilà, cette année les gars, ce sera moi le patron. C'est mon avis, mais... Toi Charlie ? Bien, on note tout ça. Ouais, on note, on verra bien. Fort bien. Alors, on t'a laissé des étapes formidables à nous présenter, Charlie, maintenant. Mont-de-Marsan-Bordeaux. Ouais, je suis pratiquement de là-bas, donc ouais, je vois un peu de quoi il s'agit, mais 7ème étape, ouais, 170 km entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. On va commencer à découvrir un autre accent différent du Pays Basque, donc ça va être intéressant hein, pour la culture aussi, pour les coureurs. Bon, clairement, étape pour les sprinters, une étape, comme on dit, de transfert transition. Un petit peu, hein, de transition, voilà, c'est ça. Les échappés vont faire un petit bout de chemin devant. Godu, il a dit il n'y a plus d'étape de transition. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, ceci étant dit, ouais, transition, faut être dans les roues pour le comprendre, je pense, parce que sur une étape aux alentours des 46-47 de moyenne. Ouais, c'est ça. Alors, Charlie, à 45 à l'heure, tu connais. Si t'es un peu régional de l'étape, est-ce qu'il y a du vent entre Mont-de-Marsan et Bordeaux ? Bah, du coup, là, on va être dans les Landes, donc pratiquement rien. Hein. Ils seront très très bien abrités par la végétation, mais bon, après on peut toujours avoir un petit peu de spectacle, de la nervosité pour les premiers vrais sprints, parce que là du coup on arrive vraiment dans le terrain des sprinters, donc ouais, on va peut-être avoir un peu de nervosité, et donc le placement sera toujours d'actualité, mais des débuts d'étape vraiment tranquilles, je pense. Et non, pour les grimpeurs, en tout cas, ça va être des journées de remobilisation, on va dire. Mais pour les sprinters, ce sera les vraies journées où il faudra y aller dedans. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous. Moi, j'appelle ça les étapes 5 minutes, tu sais. C'est comme les soupes minutes, quoi. Tu regardes les 5 dernières minutes et c'est parti. T'as vu ce qu'il fallait. Donc, ouais, je pense que ça va se jouer à l'arrivée. On en aura un beau sprint. Peut-être le premier, comme tu disais, vrai beau sprint de ce tour, sans trop de pagaille. Enfin, quoique, à Nogaro, ça devrait arriver aussi placé, mais sans trop de pagaille pendant l'étape. Et ouais, je pense que faudra regarder l'arrivée de cette étape. Oui, bah clairement. Arrivé à Bordeaux, au sprint classique, c'est la 81e fois que le Tour passera à Bordeaux. Enfin, que Bordeaux accueillera le Tour, donc pour une arrivée ou un départ. Et voilà, on sait que Bordeaux, c'est l'étape, pas les rêver des sprinters, mais c'est une étape importante pour les sprinters. Peut-être un petit peu moins ces dernières années où il y a eu plus de turnover entre les villes arrivées, mais il y a une époque, il y avait toujours, le Tour avait toujours son arrivée au sprint à Bordeaux. Voilà. Donc on renoue un petit peu avec ça. Je pense que les coureurs en auront un peu rien à secouer à ce moment-là, mais j'avais envie de le dire quand même. Anecdote intéressante à placer. Ok, très bien. Le lendemain, on enchaîne la 8ème étape, le 8 juillet, Libourne-Limoges. On n'est pas du tout sur les profils du Tour du Limousin concoctés chaque année qui nous font une belle pagaille, parce que là, si on se souvient bien, c'était Marcel Kittel qui avait gagné la dernière fois que le Tour était venu à Limoges, devant Brian Cocard, de rien du tout.
Ouais, c'est vrai. Si vous revoyez un petit peu l'image, mais ouais, c'était pas passé loin. 200 km quand même, hein. C'est comme des formats d'étapes assez longs, qui créent de la fatigue du coup forcément pour tous les coureurs. Et ouais, on peut répéter la même chose que l'étape de la veille, hein. C'est une étape promise aux sprinters tapis rouge. Après, il me semble que dans la deuxième partie d'étape, c'est un peu saccadé quand même. Alors, je sais pas si ça va permettre de faire de gros écarts, mais ça va rouler quoi. Faut voir le profil, ouais. Sans profil, on essaie d'imaginer un peu le scénario. S'il y avait un profil avec quelques difficultés, ouais, peut-être, parce que forcément, on est dans le Limousin, donc c'est pas plat le Limousin. C'est toujours des enchaînements de petites bosses, pas longues, mais qui font bien mal. Donc ouais, c'est peut-être pas non plus tout plat comme on pourrait le penser, mais en tout cas, ouais, les sprinters quand même devraient plutôt bien passer, à part peut-être quelques-uns du coup, mais voilà. Ouais, c'est ça, ce sera peut-être un petit peu une course à éliminer les sprinters les moins à l'aise dès qu'il y a de la montée. Donc ça sera intéressant, je pense, à observer sur l'étape et voilà, voir qui voudra prendre la course en main. Mais voilà, je pense que s'il y a des profils Van Aert, Pedersen, ça peut être très très bon sur ce genre d'étape. C'est vrai qu'on n'a pas le profil sur cette étape, comme tu disais Charlie, mais les organisateurs l'annoncent comme une étape accidentée, donc il y a quand même moyen que ce soit pas du 100% repos pour les sprinters non plus, quoi. Du spectacle. Ouais, c'est ça, je pense que on n'est pas sur l'étape de Bordeaux, quoi. Voilà, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais quand même, voilà, on n'est pas sur une étape de montagne non plus. Ça peut être animé et pourquoi pas des échappées aussi. Hein, c'est pas impossible. Surtout si on sait, hein, on parlait du Tour de Limousin. C'est des petites routes qui ça monte, ça descend, ça tourne de tous les côtés. Il faut être bien placé. Alors je sais pas précisément quelles routes seront empruntées, mais à mon avis, il y en aura quand même pas mal de ce genre de profil et on sait que des fois c'est compliqué de revenir sur des gars qui sont échappés, qui ont géré intelligemment leur effort, donc ouais, non, ça va être je pense qu'elle va être pas trop mal cette étape. Tu disais Adrien que c'était pas une étape de montagne, tu voulais dire une étape de montagne comme celle du lendemain, n'est-ce pas Charlie? Et oui, parce que on va clôturer cette première semaine sur la 9e étape avec l'arrivée au Puy-de-Dôme. Et du coup, contrairement à cette année où on avait déjà l'étape de repos au bout de 3 jours, là, il faudra attendre 9 étapes pour se reposer tranquillou du côté de Clermont. Et donc, on a une très belle étape, hein, c'est 184 km encore, hein, dans la durée, avec cette difficulté finale donc du Puy-de-Dôme. Donc ça va grimper plutôt bien, hein, 14 km, 7,7% de pente moyenne, avec les 4 derniers kilomètres à 12%. Donc les Espagnols sont souvent très bons, hein, dans ce genre de petite bosse finale là. Alors il y aura pas Valverde cette année au départ, mais non, franchement, ça promet un très beau final. Et là par contre, je pense que les échappés auront clairement une chance moindre, parce que déjà cette arrivée est quand même mythique, hein, au sommet du Puy-de-Dôme, on en parlait. Et voilà, les favoris du classement général dans le peloton vont pour moi vouloir disputer cette arrivée. Moi, je la vois un petit peu comme la planche des belles filles. Alors, c'est un petit peu moins difficile, on va dire, même si dans les derniers kilomètres, ça reste quand même pas évident. Mais je pense qu'on peut retrouver un peu le même combat qu'on avait vu ce jour-là. Non, ça va être une étape vraiment intéressante là. Adri? Alléluia, le retour du Puy-de-Dôme. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'étais content quand j'ai entendu les jours avant là, les petites rumeurs qui vont bien, parce que tu sais que les rumeurs des jours d'avant, ils font quand même exprès de faire fuiter des trucs pour qu'on s'y intéresse. Donc je veux pas dire, mais il y aura une montée en Auvergne, hein. Je dis ça comme ça, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps. Vous aimez les volcans? Mais ouais, non, c'est cool. Non, vous avez vos billets pour Vulcania ou pas? Comme ça, hein. Je suis super content que le Tour de France revienne au Puy-de-Dôme. Donc voilà, ce sera l'occasion de narrer une fois de plus le coude à coude, épaule contre épaule entre Anquetil et Poulidor en 64. Ouais, non, c'est vraiment une ascension qui est très difficile, avec les 4 derniers kilomètres
à 12%. C'est vraiment cool. Je pense qu'on aura une course de côte entre les favoris. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Charlie. Je donne pas cher de l'échapper. Et ce serait dommage. Et moi, ça m'embêterait que ce soit pas un gros qui gagne au Puy-de-Dôme. Mais je pense que là, Pogačar. Il a coché. Il l'a dit, hein. Il aime les montées mythiques à la planche des belles filles. Il voulait la gagner parce que c'est une arrivée spéciale. Je pense que en ce début de tour là, sur le Puy-de-Dôme, il voudra vraiment juste avant la journée de repos, l'emporter et montrer qu'il sera vraiment à la hauteur. Moi aussi, je suis refait. Je crois que je l'ai jamais vu du coup de mon vivant à la téloche cette montée. Hein, donc voilà. Trop content du coup de pouvoir découvrir ça. J'espère aussi qu'il va y avoir une grosse bataille. Et là, pour le coup, je pense que c'est la première fois qu'il va y avoir un favori qui va prendre du temps sur les autres gros favoris. Qu'on va pas assister à des défaillances d'autres favoris, mais qu'il y en a un qui va dire en fait, les gars. Celle-là, elle est pour moi, et il va peut-être pas prendre 2 minutes, il va peut-être pas nous faire des Froome de la grande époque de la Sky quand il décidait de gagner la première étape et d'écraser tout le monde, mais par contre, il va peut-être, une trentaine de secondes, juste, et je vois bien, un favori imposer un peu une petite domination sur cette première grosse arrivée mythique et première grosse arrivée au sommet aussi, parce que voilà, on en parlait, Cambasque, c'est plateau de Cambasque, c'est pas forcément le plus dur, même si l'étape est un peu dure avant. Là, on va avoir un vrai col, une vraie grosse explication, quoi. Ouais, non, ça va être top. 35 ans que le Tour attendra ça. Hein. C'était 88 la dernière fois que le Tour s'y arrêtait. Et moi, j'avais même peur qu'on y revienne presque plus, parce que j'entendais dire que c'était la route, elle était trop petite, et que du coup, avec tous les véhicules et tout ça, ce serait compliqué. Et c'est cool du coup qu'ils aient quand même mis de côté certains trucs. Je pense qu'il y a assez de véhicules sur le Tour de France pour en laisser de côté quand ça vaut vraiment le coup. Donc ouais, non, c'est top. Apparemment, il y a eu ça fait plus d'une dizaine d'années que le Tour négocie quand même pour faire une étape là, parce que c'est un site qui est protégé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La route est interdite aux piétons et aux vélos, par exemple. Donc je pense qu'il y a eu un bon boulot de lobbying d'ASO pour faire en sorte que le Tour fasse étape ici. Donc on va espérer qu'il massacre pas le paysage, et puis qu'on y ait droit les années suivantes aussi. Si ça peut être fait de manière clean et montrer que le Tour de France peut passer dans des sites un peu protégés où il faut faire attention et rendre les espaces parfaits derrière, ça montrera aussi une belle image du vélo, puisque beaucoup en parlent comme un sport clean au niveau écologique, et c'est aussi l'occasion de le prouver, quoi. Oui, parce que, c'est pas le débat du jour, mais on est loin d'être un sport clean au niveau écologique quand il y a un nombre incalculable de motos et de voitures qui suivent toutes les courses et qu'il y a des transferts en avion, quoi. C'est pour ça. Progrès à faire, mais ça va. Mais là, ça pourra peut-être être l'occasion de voir que finalement, sur des parties, on n'a pas besoin de tant de véhicules, de tant de bazar à mettre sur une ligne d'arrivée. Il y aura peut-être des trucs à retenir aussi à ce niveau-là. Tout à fait. Alors le lendemain, jour de repos, tranquillou, c'est ça, on va se poser. Ce sera l'occasion pour nous de vous préparer des super quiz, pour des super fringales quiz pour nos fringales live. Et puis le surlendemain, on parlait de qui a ses billets pour Vulcania. En tout cas, ce sera l'occasion d'y aller pendant la journée de repos, parce que le lendemain, on y part. Une petite étape de 167 km qui semble promise aux baroudeurs, messieurs. Ouais. Et qui arrivera à Issoire, pardon. Ouais, Vulcania Issoire, là c'est étape de baroudeur, comme on en a l'habitude sur le Massif Central. On n'est pas sur une arrivée au sommet, mais en gros ça monte, ça descend toute la journée. Et ouais, ça va être une belle bagarre. Je pense que les favoris vont entre guillemets tranquillement se remettre en jambes après le repos. Mais il y a un départ en côte direct, donc ça va être un départ ultra rapide. Tout le monde va vouloir aller dans l'échappée, parce que tout le monde va se dire que l'échappée ira au bout. Donc là, je pense qu'il faut vraiment regarder le début de cette étape. Le milieu risque d'être sympa aussi, il faut pas louper le final. Donc bonne étape à voir quand même.
T'as raison, ouais, totalement, ouais. Enfin, c'est montée, descente, montée, descente. Je pense que les entraîneurs vont être de rigueur avant le départ pour pour ceux c'est qui clair. veulent prendre l'échappée, à mon avis. Mais ouais, ça va être une étape avec du beau spectacle. Ouais, il y a 7 grimpeurs répertoriés sur le circuit, donc ça sera du bon. Puis avec une arrivée en faux plat descendant, je crois. Bon, après, on va voir, mais ouais, ça sera des hommes costauds de ce début de deuxième semaine qui auront bien récupéré de la journée off de la veille. Vous la sentez l'échappée avec Van Der Poel, Van Aert, Mohoric, Geschke, De Rent, Cosnefroy, Dumadois, Kort Nielsen, c'est ça. Ils seront tous là, les mecs. Ils vont se dire est-ce qu'on peut se mettre à gauche au départ là? Comme ça, vous nous laissez passer. On fait un petit carré là. On sera une trentaine. On part tout de suite tout droit, puis on n'en parle plus quoi. Mais peut-être aussi, grosse bataille, tu parlais du départ en côte, Adrien, mais pas dit que ça sorte l'échappée définitive dans cette première côte, à mon avis. Ça va se bastonner parce que celle qui suit, elle fait 8 km quasiment à 5%. Je pense qu'il va y avoir une sacrée baston pour prendre l'échappée parce que clairement, là, celui qui est dans l'échappée, normalement, il va au bout, quoi. Ouais, puis l'enchaînement le profil du début d'étape est vraiment favorable à ça. Et c'est clair qu'à mon avis, les sprints, c'est trop dur pour les sprinteurs. C'est pas assez dur et sélectif pour qu'un favori au classement général l'emporte. Donc à partir de là, qui va rouler et user des équipiers et des équipiers pour revenir sur une échappée qui aura, à mon avis, 20 voire 30 coureurs? Personne. Donc c'est sûr que la baston pour l'échapper et le fait que ce soit un départ en col aussi fait que peut-être qu'il y a des gros coureurs qui vont essayer aussi de se glisser dans l'échappée en sachant que il y a peut-être avec des coéquipiers peut-être une chance que ça se goupille bien. Il faudra quand même que les favoris, même s'il devrait pas y avoir de soucis, fassent gaffe, comme pas se faire Tadej le fourbe. Ouais, moi je ferais une petite attaque fourbe, tu vois, si j'avais des jambes. Juste espérer qu'on va pas se taper une étape comme l'étape qui était partie de Dole cette année là vers la Suisse où on avait espoir que ce soit une étape de ce type-là parce que le parcours s'y prêtait bien et finalement le peloton avait laissé sortir 3 gars et avait contrôlé. Le départ est pas le même. Oui, le départ est pas du tout tout à fait. même. Le départ est pas Dole le même. C'était tout plat, là t'as un départ en bosse. Charlie, tu voulais dire un truc? Ah oui, si. Ouais, je suis sûr qu'au départ de cette 10e étape, il y aura déjà des leaders qui auront perdu vachement de temps. Hein. Je pense par exemple à un Yates. Il sera dans l'échappée, hein, clairement. Hein. À mon avis, il y aura quelques grimpeurs comme ça. Et qui fait que l'échappée, finalement, elle aura un vrai niveau. Et que pour prendre cette échappée, il faudra quand même être au top de sa forme pour espérer aller gagner. Quoi. Désolé c'est clair, ouais. de t'annoncer, Charlie. Une échappée sur le tour. Une échappée sur le tour, de toute façon, il y a toujours un niveau de dingue. Et c'est clair qu'en plus, comme il y aura déjà eu des étapes de montagne, il y aura déjà eu des favoris qui auront perdu du temps. Et ouais, ça va être costaud. Étape 10, Simon aura déjà abandonné. Hein. On est déjà trop tard pour lui. Il en restera peut-être toujours un en cours. C'est ça, il restera toujours un. Ok, le lendemain, Clermont-Moulin. Bon, là, pour le coup, 180 bornes, ça sent le côté tout plat, ça sent une belle arrivée pour Sprinter, messieurs. Ah ouais, sprint massif à Moulin, voilà. Ouais, je sais même pas si du coup on peut dire grand chose de cette étape maintenant. C'est une nouvelle occasion pour les sprinters. Ce sera rare en 2023 sur le Tour de France. Donc pareil, s'il y en a qui ont survécu, il faudra ils vont essayer de se montrer dans les derniers mètres et de faire en sorte que ça arrive au sprint. Ça va être une belle occasion pour nous de gagner du temps et de faire en sorte que cette preview ne dure pas 2h30. Le lendemain, du coup, Roanne-Belleville en Beaujolais, 169 km, étape accidentée avec de belles petites côtes, de beaux petits enchaînements, notamment sur la dernière partie du parcours. Une étape promise aux baroudeurs avant les grandes explications dont on va parler dans très peu de temps, messieurs. J'ai l'impression que depuis le départ, en fait, toutes les étapes sont pratiquement promises aux baroudeurs et aux échappés qui vont au bout. Donc, ça va changer. En tout cas, ouais, à partir une fois passé le massif central, ça va y aller. Ouais, là, clairement. Là, après, il y a encore quelques beaux cols, hein, mais pas trop empruntés sur les différents tours précédents. Enfin, personnellement, j'en connais pas, à part le col de la Croix-Rosier, les autres, je les connais pas du tout. Mais ça va être encore un profil usant. Hein. Donc
ouais, on devrait avoir encore un bon costaud, mais je serais pas étonné qu'on ait un même coureur qui était présent dans les échappées le jour précédent qui s'est imposé, qui gagne là, un peu comme un Jay Vine a fait sur la Volta par exemple, parce que le mec qui est au top de sa forme sur une deuxième semaine comme ça, il a vraiment beaucoup d'occasions, sans être forcément un excellent grimpeur, hein. Parce que là on peut voir qu'un pur grimpeur, ça lui fait une belle jambe de passer en tête du dernier col, mais derrière il y a quand même une petite portion plate, et au pire s'il se retrouve avec 2 ou 3 autres coureurs, bah faut être bon au sprint, donc non, ça ouvre quand même le scénario. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est le profil de cette étape, on l'a déjà vu 5-6 fois depuis le début du Tour de France, avec à nouveau pour les punchers baroudeurs un super terrain de jeu. Voilà, donc je pense que ouais, ça va être encore la baston. À mon avis, c'est quand même compliqué sur ce genre de profil, que ce soit plusieurs fois le même coureur qui gagne, parce qu'il y a même en échappée, il y a quand même un élément tactique qui est toujours très important sur ces grosses échappées là de 20-30 coureurs. Quand t'as pas une arrivée au sommet, des fois, c'est pas forcément le plus costaud qui va l'emporter. Donc ouais, ça va être à voir, mais c'est vrai que l'enchaînement sur la deuxième partie de l'étape là, il fait assez peur. Il va quand même falloir être bien à l'aise en montagne, hein, pour espérer s'imposer. Si vous êtes à la Bahreïn, que vous appelez soit Matej ou Moric ou Fred ou White, c'est des étapes pour vous là, clairement, hein. Pour faire deuxième, ouais. Ouais, clairement. Non, ouais, le petit enchaînement, col de la casse froide, col de la croix, c'est quoi, Montmain, et col de la croix à Rosier, va falloir se les fader parce qu'il n'y a pas de vallée entre chaque col, et à chaque fois on est sur entre 5 et à peu près 5 bornes de moyenne, mais toujours à 6 ou 7%, ça va tirer, hein. Ouais, ça va tirer. Ils seront en croix, hein, clairement. Ouais, pour le coup. Ouais, mais peut-être que les sprinters ils vont arrêter leur Tour de France à Moulins, non? C'est bon, moi j'en ai gagné une, les gars. Bon courage, Ouais, pour c'est ça. Allez. Et bon courage, parce que le lendemain, Adrien, je te laisse la parole pour nous présenter ce triptyque qui nous attend avant la deuxième journée de repos. Pour la 13e étape, on part de Châtillon-sur-Chalaronne et on arrive au sommet du Grand Colombier. Donc Grand Colombier, un des plus hauts sommets du Jura. Là on a 17 km à 7%. Très irrégulier. Très irrégulier, ouais. Monté par culot. Alors, on sait qu'il y a quatre côtés, hein, par lesquels on peut monter le Grand Colombier. Voilà, donc ce côté-là est irrégulier. Il y a quelques pourcentages difficiles. Ouais, il faut s'attendre. Ce sera finalement que la 3e arrivée au sommet, entre guillemets. Depuis le début du tour, donc on sait que c'est quand même là où on a souvent le plus d'attaques entre les leaders, donc à mon avis ça va vraiment bouger, même s'il restera des étapes difficiles, voilà, il y aura de toute façon des écarts à faire. Voilà, le début d'étape est relativement plat, mais ouais, j'espère vraiment une baston dans le Grand Colombier, parce que je crois que la dernière fois que le Tour a fait étape au Grand Colombier, l'ascension était hyper chiante. Et c'était en 2020, il me semble, et c'est Pogacar qui avait battu Roglic au sprint. Ouais. Mais l'ascension était super chiante. Donc, moi, ça me fait un peu peur, ça, tu vois. Je trouve que le Grand Colombier, à la fois, il a un côté hyper cool, mais en même temps, vu que les pourcentages sont relativement plutôt sur les 2 premières parties, j'ai peur qu'une nouvelle fois, et qu'il n'y en a plus trop après avant la dernière rampe du dernier kilomètre, j'ai peur que c'est un peu le risque. Ouais, tu vois, et limite, celle-là, je pourrais presque la donner aux échappés, quoi. Dans le sens où il y a peut-être ce qu'il faut pour partir avant et la montée. Et finalement, pour moi, si le gars, il passe le kilomètre 12 en tête, bon, il a quasiment gagné. Enfin, faut encore s'accrocher, je veux dire, dans les dernières parties, mais le plus dur est fait. Et si c'est un grimpeur, tu vois, je vois bien là, pour le coup, imagine un Bardet fait le Tour, un peu ce profil-là, où on parlait d'Yates avant, il a pas réussi à gagner, il a perdu beaucoup de temps, et il se dit, bon, bah finalement, foutu pour le général, bah c'est une belle étape pour un peu un grimpeur ou un leader déchu, tu vois. Bon, l'étape, on peut la couper en deux, là, l'étape. Hein. Enfin, quand je vois le profil, à mi-parcours, toute la première partie, c'est les Champs-Élysées, puis la seconde partie, c'est le Grand Colombier, quoi. Mais pendant 80 bornes, je pense que ça a bien bataillé pour l'échapper. Hein. Je pense qu'on va flirter avec les 50 de moyenne, clairement, en peloton, avec une échappée qui partira pas. Et puis,
Bon, il y a ce col de la Leb là, mais c'est. Est-ce que c'est vraiment un col? Je suis pas certain. Donc en fait, c'est presque une portion plate, et puis tac, le Grand Colombier qui arrive, qui se dresse. Donc ça va être chaud pour les échapper quand même. Hein. Ah ouais? Tu vois, moi je me demande si les leaders, les 2 jours d'avant, même si les leaders vont rester au chaud, ça va être des étapes nerveuses, ça va monter, ça va descendre, enfin, pas à l'abri qu'il y ait des mecs qui ont un peu envie de faire péter, d'emmerder leur monde. Et là, je me dis, derrière, il y a 2 grosses étapes alpestres qui arrivent. Finalement, s'il y en a une qu'il faut laisser couler avant la journée de repos, c'est celle-là, quoi. Ouais, mais tu vois, en vrai, c'est presque facile pour les équipes de sprinteurs de gérer, parce qu'admettons, l'échappée, à part qu'au bout de 50 bornes, c'est 50 bornes en moins à travailler pour les équipiers. L'étape est pas forcément très longue. Travailler derrière, en soi, c'est pas si compliqué que ça, et la victoire d'étape, elle est jouable pour les mecs qui jouent qui sont dans le top 10 au classement général. Donc, je pense pas que ce soit plus compliqué que, contrairement à d'autres étapes qu'on a vues avant, parce que là, l'échappée va mettre beaucoup de temps à partir, et du coup, derrière, finalement, on sera vite rendu dans le Grand Colombier, quoi. Adrien, un dernier mot sur cette étape? Un dernier mot, ouais, non, je sais pas. Moi, je pense quand même que ce qui va être compliqué dans la formation de l'échappée, c'est que le profil est très très plat, et c'est une étape où c'est un grimpeur qui va gagner. Donc, il va falloir que les grimpeurs arrivent à être très costauds sur le plat pour sortir. Je pense vraiment que ça va rouler à 50 à l'heure sur le début de course, ça va aller à toute vitesse. Et ouais, mais non, je pense quand même échapper, parce que là on a des gros morceaux qui vont se présenter sur les 2 jours suivants, et les équipes des leaders voudront quand même s'économiser un maximum. Très bien, on va maintenant rentrer dans cette partie du tour qu'on appellera le Tour des Pays de Savoie, qui va nous tenir en haleine pendant quelques étapes, messieurs. Et Adrien, on a un petit Annemasse Morzine? Un petit, c'est toi qui l'appelles comme ça, mais moi je dirais plutôt un gros morceau, un gros Annemasse Morzine, 152 km. Donc là, le kilométrage est pas excessif. Un départ d'Annemasse au bord du lac Léman, magnifique. On fera des belles photos de départ. Mais par contre, un enchaînement de difficultés. Hein. Il y en a 6 répertoriés, et notamment sur la deuxième partie de l'étape, la deuxième moitié, le col de la Ramasse et le col de Jouplane, avec des pourcentages très difficiles par moment. Donc je pense qu'on va vraiment avoir une grosse baston, parce que ça monte et ça descend toute l'étape. Et une arrivée en descente à Morzine qui l'arrivée elle est tout de suite après la descente, donc ça va pas empêcher, je pense, les attaques dans Jouplane non plus. Et on n'est pas à l'abri de... Ouais, je pense que de 2-3 petits groupes de favoris au sommet de Jouplane. La journée sera vraiment éprouvante. À mon avis, ça se montera très très vite. C'est une étape qui ira très très vite. Et il va quand même pas falloir... il va falloir à la fois monter, savoir grimper et savoir descendre. Donc non, là c'est une étape, il faut être devant sa télé du début à la fin. Jouplane, c'est pas drôle, hein, les gars, hein, je vous le dis. Hein. Clairement, ça arrive pas en haut, il y aura un peu de descente derrière, mais Jouplane, c'est presque 12 bornes avec un pourcentage moyen de 8,5. Il y a un moment, il y a un petit 6,5 pour le plaisir, mais par contre ça descend pas en dessous de 7 sinon. Hein. Donc c'est pas marrant, il va faire mal aux pattes, ce col de Jouplane, et je pense que la descente derrière, même si elle est rapide, elle va juste emmener le potentiel vainqueur de l'étape qui sera passé en tête au sommet de Jouplane vers la victoire, tranquillou bilou, et je pense que c'est vraiment un costaud, peut-être même le futur vainqueur du Tour qui passera en tête au sommet de Jouplane. Hein. Être lucide par contre, hein, parce que la descente derrière, je sais pas si elle est facilement négociable, mais si le mec qui arrive en haut est complètement mort. Ça tourne, hein, c'est pas. Oui, c'est un peu technique. Dans mes souvenirs, qui est technique. Il y a quand même 13 bornes derrière à faire. Hein. T'as pas gagné en haut du col, faut faire toute la descente et arriver en bas. Mais ouais, c'est clair que on devrait retrouver les potentiels leaders au classement général à ce moment-là. Hein. Généralement, moi je trouve que les étapes qui arrivent pas au sommet, c'est un peu tronqué. Pour le coup, celle-là, je la trouve beaucoup moins tronquée, dans le sens où je pense que le mec qui passe en haut,
ça va être tellement difficile comme étape que je me fais pas trop de soucis pour la bagarre, quoi. Je me dis pas, oh, derrière il y a encore une descente et un peu de vallée, et en fait ça va rien vouloir dire, on aura fait tout ça pour rien. Là je pense que malgré tout, quand on va passer Jouplane, il y aura du dégât, il y aura du mal de fait. Ouais, parce que c'est dur avant. Enfin, toute l'étape, elle sera hyper dure. Donc c'est le fait d'arriver dans Jouplane avec des organismes qui seront déjà pas mal épuisés. Donc gérer cette montée, puis la descente derrière. Donc ouais, non, c'est pour ça qu'elle va être intéressante cette journée. Le lendemain, dernière journée avant la journée de repos. C'est ça, avant la 12e journée de repos, la 15e étape, entre Léget, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Encore une étape de montagne, encore une étape en Haute-Savoie, et encore, bien sûrement, forcément, une explication entre les favoris. C'est assez marrant comme profil, parce qu'on n'est pas sur des gros cols longs, comme on peut avoir la veille, comme on a certaines fois sur le tour avec un bel enchaînement Galibier, Alpe d'Huez et compagnie, mais c'est quand même beaucoup de montées, c'est vraiment des enchaînements de montées, c'est pas on monte un coup, on descend et on fait ça 3 fois. Et je pense quand même que les favoris vont se préserver pour la dernière ascension, qui va être très compliquée, notamment l'approche, la côte des Amerans, juste avant la montée finale. On a presque 3 bornes à 10%, qui va bien épuiser les organismes, hein. C'est la côte de Domancy. Donc ouais, non, ça va être... J'ai un peu de mal à savoir si ça va être une étape favori ou échappée. En fait, j'ai un peu du mal à m'imaginer un scénario en voyant un peu le profil. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, les gars. Moi, je vois bien de l'échapper. Je vois pas forcément une grosse bataille de favoris sur cette étape. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ce qui va arriver encore après va être très difficile. Il y aura déjà eu de quoi s'expliquer avant et que les patrons auront peut-être besoin de souffler un peu sur cette étape. Et je trouve qu'elle a quand même si voilà, elle va être difficile, ça va monter, descendre, enfin enchaînement de plein de petits cols, il va pas y avoir de répit. Je vois bien les favoris se dire un peu, bon allez, celle-là on la met entre parenthèses, on se rentre dedans dès le mardi suivant, et du coup permettre aux échappés d'aller jouer la gagne. Donc on sera déçu sur cette étape. Ouais, je pense que, je sais pas, là... Ouais, mais c'est pas impossible. Après l'enchaînement de ce qu'on a vu, des étapes et tout, pourtant c'est une étape que j'avais cochée à la base, et en discutant un peu du parcours là ce soir, je me dis, ouais, je pense qu'il y aura eu du boulot, il y aura eu de la maillotche avant, et clairement celle-là, je vois bien une petite échappée aller au bout, et puis derrière on va se dire, bon... On a de quoi se la donner dans la dernière semaine, on va pas manquer, on n'est pas sur ce genre de tour où on va arriver sur une étape et on se dit ah, si ça pète pas là, combien de chances il reste pour renverser le tour derrière. Là il y aura de la chance pour renverser le tour derrière, donc je la vois plutôt tranquillou celle-là. Clairement, ouais. Enfin, c'est pas pour un peloton, quand on voit le profil et le relief, c'est pas gérable de chasser une échappée toute la journée avec les nombreux cols et tout. C'est plus de l'énergie de gâcher derrière pour les leaders, et puis devant, encore une occasion de plus pour les échappés. Mais là, par contre, ce sera un grand nom, je pense. Style, on en parlait tout à l'heure, Romain Bardet, pareil, Yates, tous ces coureurs qui ont loupé un peu leur tour, point de vue général, peuvent se rattraper sur une étape comme celle-ci. Du Miguel Landa, tout ça quoi. Du Lopez. Ouais. on la voit déjà cette échappée se dessiner. Mais oui. Ok, le lendemain, dernier jour off, car comme tu le disais très justement Charlie, il n'y aura que 2 jours off dans ce tour. En faisant la review du profil, je me disais, il n'y a pas 3 jours de repos, j'avais pris l'habitude avec les tours de cette année. Là, il y en aura seulement 2, et le lendemain, Charlie, il y a un type d'épreuve dont on n'a pas encore parlé là dans ce tour. Et oui, le mythique chrono qu'on retrouve sur les différents grands tours. À différentes échelles, là on est vraiment sur la petite échelle parce que ce sera que 23 km de chrono, mais derrière on peut rattraper par le relief quand même, parce que l'arrivée elle sera du côté de Combloux avec la côte de Domancy, notamment sur le parcours. C'est un circuit vraiment usant. Bon, un spécialiste, on peut les rayer de la start list. Je
pense que clairement les Kung, Van Aert, pourquoi pas. Mais les Kung, Bissegger et compagnie peuvent être rayés. Ghana. Et Ghana, ouais, exactement. Après, c'est un petit peu compliqué de voir un coureur sur ce chrono. Après, c'est une difficulté quand même assez dure à la fin, donc on devrait normalement et logiquement retrouver les leaders du classement général quand même très bien placés comme Vingegaard ou Pogačar un peu à l'image cette année. Mais sur 23 km, on perdra pratiquement rien si on est très bon ce jour-là. Enfin, même une défaillance, il faudra vraiment arrêter parce que perdre beaucoup de temps, je ne pense pas que ce soit d'actualité sur cette 16e étape. De votre côté, je sais pas quel est votre point de vue à ce niveau-là, mais je suis assez de ton avis dans le sens où de toute façon là on dit souvent que les chronos de 3e semaine c'est la fraîcheur qui parle. Là pour le coup c'est vraiment la fraîcheur qui va parler. Ça va quand même pas mal monter dans ce chrono, hein. Les 6 derniers kilomètres montent quasiment en non-stop. On a un peu de montée au début aussi. Finalement, la partie vraiment plane va être d'une dizaine de kilomètres au milieu. Je pense que même si par exemple, et je pense pas que ce sera le cas, puisque selon moi, si tout se passe comme on l'estime aujourd'hui, ça va jouer encore entre Vingegaard, Pogačar, peut-être Roglic, en tout cas des gars qui montent très bien et qui savent rouler sur ce type de parcours, même si c'est un mec... De quoi ? Remco. Oui, non, il sera pas là, Remco. Hein, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit j'adore l'Italie, j'adore les pâtes. Pizza, pâtes, okay. Tout ça, tu vois. Il m'a dit bon, désolé gars, je serai pas dans le coin. En juillet, je serai à la plage. Non, mais vraiment, tu vois, même si pour vous faire plaisir, parce qu'en fait, toi aussi, tu es un Mas lover, j'avais oublié Charlie. Tu vois, même, imaginons, hein, hypothétiquement, qu'Henrik Mas soit en tête. Je le vois pas perdre plus d'une vingtaine de secondes sur Pogačar ou Vingegaard si tout le monde est en forme sur ce chrono-là, quoi. Je veux bien ton avis, Adri, sur la question, mais celui-là, à mon avis, le chrono, il va vraiment faire des écarts. Hein. Ah ouais ? Avec les difficultés qu'il y a, ouais, je pense qu'il faut s'attendre à des écarts sur ce chrono. C'est que 22 bornes, mais le temps passé sur le vélo, il sera quand même bien supérieur à ce que si c'était 22 bornes sur le plat. Donc non, moi alors ça va grimper à fond, tu vois. C'est le seul chrono. Comment ? Ça va grimper à fond. Enfin, pour moi, les profils des coureurs qui vont être à l'aise là-dessus, ils vont pas se mettre cher entre eux. Enfin. Ah bah si, carrément, parce que justement, tu peux. C'est aussi c'est là où tu crées bien plus d'écart que s'ils montaient la bosse ensemble, et puis sur le plat, en termes de gestion de l'effort, c'est quand même bien plus compliqué. Et à mon avis, sur une arrivée difficile comme ça, le gars qui est parti trop vite, qui a pas les jambes, il peut perdre vraiment du temps. Hein. Alors là, moi, faut pas croire que c'est un chrono qui va faire en sorte que Mas va rivaliser, alors forcément un peu plus qu'avec Pogačar et Vingegaard. Et c'est ça qui est un peu con du coup sur ce parcours du Tour, c'est que même le gars qui est pas un bon rouleur, il a ses chances largement. Ouais, c'est pour ça, tu vois que jaune. Pour moi, il va pas y avoir grand écart. Ouais, mais enfin sur Pogačar et Vingegaard, de toute façon là, c'est clairement un truc qui est fait à fond pour eux. Hein. Ah oui, c'est clair, ou même à Roglic. Ils seront bien plus à l'aise qu'un coureur qui est pas à l'aise en contre-la-montre, donc ça lui fera juste perdre moins de temps que si ça avait été 30 bornes tout plat. Mais ouais, c'est dommage que ce soit que le seul chrono, du coup, ça ressemble à ça. J'aime bien hein, les chronos avec des coachs, je trouve justement qu'il n'y en a pas assez sur les parcours en général. Mais on en reverra quand on reparlera du parcours du Giro, il y en a un beau aussi avec une bosse. Mais il y en a d'autres à côté, quoi. Mais il y en a d'autres à côté. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment dommage sur un grand tour qui se veut quand même le plus, le grand tour le plus prestigieux, que tu peux être un fer à repasser quand il s'agit d'être bon contre la montre, et puis de pouvoir largement prétendre à la victoire. Bah, tu vois, moi je trouve ce chrono magnifique, j'adore le parcours, mais un peu comme toi, j'aurais volontiers remplacé Libourne-Limoges ou Mont-de-Marsan-Bordeaux par un petit chrono, quoi. Enfin, tu vois. Ou peut-être pas forcément une comme ça, parce que bon, Libourne-Limoges ça va être accidenté, on a dit, mais Vulcania Histoire, voilà.
Il en faut quand même pour les sprinters. Oui, c'est pour ça, plus une accidentée, parce qu'il y en a pas mal. Une accidentée, ils nous ont mis que ça sur tout le parcours. Ouais, je trouve que du coup, moi, en fait, je trouve c'est ça qui me gêne un petit peu avec ce parcours du Tour, c'est qu'il est pas équilibré, quoi. Il y a de la montagne, voilà. On s'est dit, on va mettre de la montagne, parce que, je sais pas, parce que peut-être que David Gaudu, il peut gagner le Tour de France, j'en sais rien. Mais, et du coup, ça, moi, ouais, je trouve vraiment ça dommage. Ok, Charlie, est-ce que tu as un truc à rajouter ou on peut se dire que cette étape chrono, a été passée au peigne fin? On a tout dit sur cette étape de chrono et on peut enchaîner avec la 17e étape entre le Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel, un gros morceau qui permettra du coup peut-être aux différents leaders qui auraient perdu du temps la journée précédente de reprendre le temps perdu avec le Cornet de Roseland au programme, le col de la Lose, là où Lopez s'était imposé en 2020, ce col de 28 km qui avait été regoudronné pour le Tour de France et qui est un col assez dur d'ailleurs, dû à sa durée, pas tant par les pourcentages parce que c'est quand même du 6% de pente moyenne sur 28 km, donc c'est assez gentil, mais c'est quand même du lourd. Donc si vous êtes en vacances du côté de Courchevel cet hiver, vous aurez l'occasion d'aller repérer cette étape du Tour de France et nous en dire un peu plus. Oui, c'est gentil sur la première partie, hein, parce que la dernière partie, elle est pas gentille du tout. Oui, c'est vrai qu'il y a des gros pourcentages, ouais. Ça passe avec du vrai 24% et tout, tac, tac. Je peux vous dire que... Bon, mais c'est gentil. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pour bien se détendre les mollets, quoi. Non, je pense que peut-être avant-dernière grosse bataille entre favoris, hein, si on en parlera, il y a une avant-dernière étape du Tour dont on va parler un peu plus longuement parce qu'on sera à la maison, mais celle-là, il y a gros col. Alors on les avait vus un peu se neutraliser lorsqu'ils étaient passés en 2020 parce que presque trop dur. Mais maintenant qu'ils l'ont peut-être un peu déjà tous monté, qu'ils le connaissent et tout, moi je pense en tout cas que là, s'il y a du retard, c'est peut-être la vraie dernière chance de faire basculer le Tour ou de reprendre un maximum de temps pour espérer pouvoir remporter le Tour lors de la 20e étape. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette étape. Il y a des cols difficiles, il y a de la vallée entre les cols, mais finalement ça va quand même pas mal monter. L'étape est pas si longue que ça au vu du nombre de difficultés qu'il y a dedans, et notamment la grande dernière difficulté. Et puis les pentes sont difficiles. Si on s'est fait mal aux cuisses la veille à Combloux, dans les derniers pourcentages du col de la Lose, il y aura ce qu'il faut pour prendre un peu d'avance. Ouais, non, c'est sûr qu'il est super dur ce col, la partie finale. Enfin, ouais, on se souvient en 2020, les coureurs, ils étaient vraiment arrêtés, ils étaient plantés Enfin, t'es obligé d'être à fond sur des pourcentages comme ça. Et en fin de course, donc là, l'arrivée sera pas située au-dessus, mais ouais, ce sera une belle occasion d'essayer de reprendre du temps. Après, clairement, ce sera les plus forts qui pourront distancer les autres. Et il y aura vraiment des écarts importants. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment en fonction du chrono. Après le chrono, il y aura des nouveaux écarts entre les leaders. Donc il y aura du temps à rattraper forcément pour certains. Et ouais, on va avoir un final animé et il faut absolument que ce soit une bataille entre favoris pour la victoire d'étape. Et j'en profite pour rajouter que celui qui s'est cramé en haut du col de la Lose parce qu'il en peut plus et tout, faut pas qu'il oublie qu'il y a un petit coup de pute à Courchevel, là, une petite bosse d'1 kilomètre où il y a du vrai 11 et 10% dedans en plein milieu parce qu'on remonte en fait quand on arrive sur Courchevel. Ouais, ils ont le temps de récupérer dans la descente. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient le temps à 100% de récupérer. Puis il faudra quand même se les fader pour terminer. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas sur une descente et hop, on est à la maison, quoi. S'il faut reperdre 20 secondes dans le dernier kilomètre, on pourra les reperdre, quoi. C'est clair. Je vois bien une défaillance du maillot jaune d'ailleurs dans cette col. Monsieur, oh là là, ça envoie du pronostic comme ça engagé. Tu veux dire le maillot jaune qui aura gagné l'étape dans les Pyrénées là ou... Pour moi, le porteur du maillot jaune sur cette 17e étape perdra son maillot jaune au profit d'un autre coureur. Justement dans ce col parce qu'il y a quand même moyen de faire de beaux dégâts et puis la pression du maillot jaune et compagnie en entamant la 3e semaine, encore une fois bien compliquée, bien difficile, bien usante. Pour moi ça va lâcher pour le maillot jaune ce jour-là.
Et ben c'est noté, Charlie. 1h14, preview du parcours du Tour de France, novembre 2022. C'est noté. Ok, et ben il nous reste 3 étapes dont on va pouvoir parler. Alors le lendemain, petit Moutier-Bourg-en-Bresse, même si ça va être un petit peu animé au début. Moi je sens bien l'étape pour les baroudeurs sur celle-là. On sera un peu fatigué. Je pense que on pourrait laisser partir l'échappée, quoi. Sachant que l'étape à voir comment les sprinters auront récupéré de la veille, s'il en reste beaucoup. Ouais, mais tu vois, je les vois plus gagner sur la 19ème, si on peut faire un peu un mix des 2 étapes, là, qui pour le coup sera vraiment toute plate et tout, et celle-là, je vois bien, tu sais, l'échappée qui part, et on se dit, bon, allez, vas-y, il nous en reste encore 2, finalement, il y a celle de demain et celle de Paris, bon, on se refait la cerise pour le lendemain, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis d'accord, ouais. Je pense que cette 18e étape, elle est clairement promise aux baroudeurs, mais qui justement n'auront pas eu l'occasion d'aller chercher les victoires d'échappée sur les profils beaucoup trop compliqués comme auparavant. On a vu, et là ce sera plus ouvert. Ouais, Magnus Cort, par exemple, c'est clairement pour sa 3e étape. Lui, Ah ouais, mais t'arrêtes de failloter comme ça à dire Magnus Cort à chaque fois. Non mais Charlie, il connaît le vélo, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il sent le vélo, le gamin. Je vais pas dire Peter Sagan non plus, tu vois. Non, là c'est vrai, non mais t'en restes pas moins lucide. Voilà, exactement. Non mais c'est ouvert, donc ouais, une petite échappée. Il faudra les compter à la fin du tour, parce qu'il y en aura eu pas mal quand même. Oui, moi je pense que ça arrivera au sprint. Et que l'échappée sera pour le lendemain. Okay. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que tu t'es entraîné dans tes jeunes années dans la côte d'Ivory et tu peux nous dire qu'un sprinter ça la passe pas, c'est ça? Alors, moi on sera chez toi là. Donc oui, exactement, une étape 100% dans le plus beau département de France, dans le Jura. Et alors, c'est vrai que c'est une étape dans le Jura, on peut faire une étape beaucoup plus difficile que ça. Pourquoi ça monte dans le Jura ? Savoir que c'est ouais, mais tu peux pas faire plus plat en fait en partant de Moira en montagne. Voilà, tu peux aller chercher des trucs plus durs quand même. C'est vallonné en fait tout le départ, donc terrain propice à la formation d'une échappée. Et franchement, la Côte d'Ivory, comme ça, on n'a pas l'impression, mais il y a des sacrés pourcentages à la sortie de Salins-les-Bains, là. Ouais, je l'ai fait 2-3 fois. Ça fait mal aux jambes, quand même. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas des sprinters qui sautent. Et moi, je vois vraiment un scénario où l'échappée s'est formée dès le début. Et prend du temps. C'est le genre d'échappée de fin de tour où en fait les équipes sont cramées, le tour aura été très difficile, il n'y aura pas forcément beaucoup d'équipiers pour rouler. Une grosse échappée et puis la gagne qui se joue dans la Côte d'Ivory avec un final qui est vraiment tout plat et une arrivée avec une ligne droite de 8 km, donc historiquement long, sur le final pour arriver à Poligny. J'annonce Wout van Aert qui jette son vélo devant Benjamin Thomas et qui s'impose. Voilà. Benjamin Thomas qui faisait le kilomètre. Vous l'aviez compris. Ouais, la base. Non. Moi j'annonce Trek Segafredo qui roule toute l'étape pour Mats Pedersen qui aura eu déjà de belles occasions auparavant de briller. Et est-ce qu'il aura le maillot vert sur les épaules, Mats Pedersen, Charlie? Bon, clairement, là, c'est la Vuelta, le profil depuis le début. C'est le seul sprinter qu'on retrouvera à la fin en Champs-Élysées. Il aura fait une belle moisson, c'est à peu près le seul qui est capable de passer des. Il y aura Wout van Aert sur sa route. Ah oui, mais Van Aert aura aussi son rôle à jouer, donc à voir. Et puis il aura déjà le maillot à poids, Van Aert, donc il peut pas non plus. Ouais. Il faut pas sous-estimer Mats Pedersen, il a quand même des très gros watts au sprint, donc c'est clair. Ça se vaut. Ouais. Bon. Et on va arriver sur cette étape reine du Tour de France, celle qu'il ne faudra absolument pas manquer, parce que c'est là que le Tour va se jouer, parce qu'on a de la chance en ce moment. Nous, on se crée un petit podcast, on vient de Belfort, on crée un podcast de vélo l'année dernière, on a une arrivée à la super planche des belles filles, et l'année d'après, on nous dit « Ouais, c'est vrai que vous aviez un peu de route à faire. » Eh ben écoutez, on va vous mettre le départ là, à côté de la maison, là, parce qu'il faut savoir que le départ, il part à 50 mètres de l'endroit où se trouve le siège social de Radio Fringale, mesdames, messieurs. Donc nous, cette étape, on est à la maison, et on est à 200% derrière, 133 km. On nous a fait une belle classique pour terminer ce tour, une classique à travers les monts des Vosges, enfin les
col même des Vosges, avec un petit enchaînement pour terminer cette étape là dans les 40 dernières bornes. Un petit ballon enchaîné jusqu'au Markstein, quoi, hein, avec le col du plateau. Les Alsaciens. Voilà, je vois que tu vas plus souvent en Alsace que moi. T'aimes la tarte à la myrtille, toi. Écoute, tu vois, c'est mes nouvelles routes d'entraînement depuis quelques années, donc je maîtrise maintenant. Est-ce que la tarte à la myrtille est bonne là-haut? Ouais, mais je pense que les coureurs auront pas forcément le temps de s'arrêter. Là, pas plus qu'à Münster pour croquer un morceau de fromage, malheureusement pour eux. Parce que si tu manges trop de fromage à Münster, c'est au pied du petit ballon, après tu t'en souviens dans la bosse. Ouais, c'est ça. C'est cramé. Ça sent le vécu, tout ça. Ouais. Münster patate en bas de la bosse, le retour était difficile. Ouais, c'est ça. T'es pas bien après. Mais belle étape en tout cas. C'est une belle étape. C'est pas de la haute montagne, mais on a quand même des ascensions difficiles. Enfin, l'enchaînement sur la fin de course est dur. Voilà. Après, je pense que le scénario aussi dépendra vraiment de où on est le classement général à ce moment-là. Je pense quand même que c'est un terrain de jeu idéal pour une échappée avec des grimpeurs qui auront peut-être manqué quelque chose, mais on n'est pas à l'abri aussi d'une équipe qui aurait la force pour tenter de retourner le général, et l'enchaînement petit ballon Platzer-Wasel dans les 40 derniers kilomètres, c'est vraiment l'idéal pour espérer faire sauter quelqu'un ou mettre en échec un favori qui serait peut-être un petit peu esselé et en position de faiblesse. Donc ça va être cool à suivre en tout cas, et tu l'as dit parce que c'est des routes qu'on connaît aussi, parce que c'est cher à Diofringal, mais ça va être aussi la dernière grosse étape du Tour de France. Et puis ah oui, non, je voulais dire, j'ai peur que pour les favoris, malheureusement, on ait des mecs qui, pour sauver... En fait, je pense qu'il faudrait... pour qu'il y ait de l'action, il faut que genre le 2 et le 3 soient dans la même équipe et se laissent partir, quoi. Parce qu'on le connaît tous, ce coureur qui va vouloir sauver sa 4e place en foirant les plans d'autres gars. Voilà. Tout dépend les écarts, mais c'est sûr que on n'est pas à l'abri, ce qui saoule tout le monde. Ah ouais, mais je suis 7e, et puis là, peut-être qu'il y en a un qui va passer, qui va prendre ma place. Et juste, on avait entendu parler du Omen Hope, hashtag Omen Hope à une époque. Il va être rien du tout ce hashtag à côté du hashtag Pinot Hope. Je vous le dis. Parce que cette étape, c'est Pinot Hope. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter notre reportage sur la planche des belles filles du Tour de France de cet été. Vous n'avez eu qu'une mince, mais vraiment très très mince idée de ce que pouvait être le Pinot Hope, les gars. Et je peux vous dire que dans cette étape, ça va y être comme jamais. Il aura 1 an en plus pour être encore plus en forme, le Thibaut. On l'attend là. On veut qu'il l'élève les bras, parce que ce sera peut-être moins dur. Aussi par cœur, ouais. C'est des routes qui connaissent aussi par cœur. Après, bon, voilà, on va le laisser tranquillement se reposer cet hiver, se ressourcer, mais on va voir. Hashtag Pinot Hope. Charlie, t'as un truc à dire? T'as tout dit, hein. Enfin vous avez tout dit. Thibaut Pinot, je le vois bien aussi gagner du côté du Markstein. Enfin franchement, clairement il sera chez lui, il aura la motivation à bloc. C'est pas la planche des belles filles, donc j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais ça me convient mieux. Ouais, voilà, c'est ça, dans la gestion. Admettons qu'il se retrouve avec 2-3 mecs, il est quand même assez rapide au sprint, donc il peut peut-être en arranger 1 ou 2. Non, franchement, je pense qu'il sera motivé à bloc ce jour-là s'il a pas d'emmerde jusqu'ici. Après, voilà, le profil il est magnifique. Vous connaissez très certainement, et c'est même sûr mieux que moi, donc je vous ai laissé clairement définir le parcours, et de ce que vous êtes en train de dire, c'est sûr qu'on va avoir une fin de Tour de France en toute beauté. Très bien, le lendemain, une étape à absolument ne pas manquer, surtout si vous aimez les lives de 2 heures avec Radio Fringale pour clôturer le Tour de France, parce que pour ce qui est du spectacle, vous verrez ce qu'il faudra dans les 5 dernières minutes de l'étape, mais c'est l'occasion de clôturer tous ensemble un beau Tour de France, messieurs. Oui, c'est ça, c'est heureusement que maintenant on fait des lives pour cette étape-là, parce que... Voilà quoi. Ah, il y a un secteur pavé là, je crois. Oui, secteur pavé, ouais. Et puis, cette étape m'enflamme de moins en moins. Oh.
Ils partent de Saint-Quentin, ils changent de ville départ quand même. On nous promet quelque Adrien. chose ce jour-là. Bah ouais, note l'effort, merde. 115 km, c'est très court, ça va rouler très vite. Ça va être nerveux, ça va. C'est des petites routes en plus. À la limite, s'ils partaient tous sur le vélodrome, tu vois. À Ouais, Saint-Quentin. avec une course à l'élimination Là, on pourrait se auparavant. marrer. Ah ouais, c'est bien ça. Et puis hop, comme ça, le maillot jaune, il perd le tour direct au début de la deuxième étape. Ouais, tu vois, il y a des trucs fun à faire, quoi. Et puis en plus, on connaît pas le profil, donc ça se trouve, il y a peut-être une petite difficulté au milieu du parcours. Donc, pour le moment, on est incertain et les sprinters sont incertains non plus de cette dernière étape. Hein. Ouais, Sera-t-elle pour les baroudeurs ou pour les grimpeurs? Je ne sais pas. Ça Ça aurait été bien de mettre le deuxième chrono ce jour-là, mais bon, voilà. Mais c'est peut-être un chrono de 115 bornes. Hein. Il nous garde peut-être la surprise pour la fin. Ah ouais, ça ce serait bien le comeback des énormes chronos de plus de 100 bornes. Ah là là. Bon, et bah oui, voilà, dernière étape où ce sera l'occasion de faire le bilan de ce Tour de France. Alors messieurs, chacun votre tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? On l'a dit, pour répertorier rapidement, donc on aura 6 étapes dites de plaine, 6 étapes dites accidentées, 1 contre-la-montre et 8 étapes de montagne, dont 5 dans les pays de Savoie. Autant vous dire qu'on sera présent. Qu'est-ce que vous pensez de ce parcours? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes hypé pour clôturer tranquillement cette longue émission que nous allons proposer à nos auditeurs? Ouais, bah alors je vais utiliser un j'aime pas. Voilà. Ce qui me plaît dans ce parcours, c'est que la montagne arrive très vite, qu'il y en a au début, qu'il y en a au milieu et qu'il y en a à la fin. Donc ça c'est cool parce qu'il faut que les favoris répondent présents partout. Bah, ce qui me plaît pas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le trop faible nombre de kilomètres contre la montre et pas assez de place donnée aux rouleurs et purs rouleurs où les différences pourraient se faire entre les favoris. Donc voilà, après emballé ou pas, moi j'ai toujours du mal à m'enflammer sur les parcours plusieurs mois avant la course. J'ai vraiment besoin de cette atmosphère de pré-course pour vraiment être un peu plus à fond dedans. Mais en tout cas, ça annonce un Tour de France qui sera animé, peut-être, on l'espère, indécis jusqu'au bout. En tout cas, il y aura des possibilités de renverser la course quasiment jusqu'au bout. Donc voilà, presque hâte d'être en juillet, mais bon, il y a quand même les classiques, le Giro avant. Donc il y a le temps. Voilà, il y a le temps. Charlie. Ouais, bah on va voir un Tour de France presque inédit, j'ai envie de dire, cette année, avec vraiment des chances incalculables pour les baroudeurs de briller, avec un profil global sur le Tour quand même très vallonné. Les sprinteurs au départ seront pas à la fête, hein, pour être vraiment sûr de ses capacités au départ et des ambitions de chaque équipe aussi, parce que si on regarde un peu le profil, c'est plus simple pour une équipe d'aligner des baroudeurs que des sprinteurs. Il y a plus de chances clairement d'aller gagner avec un très bon baroudeur qu'un bon sprinter. Donc non, ça va être vraiment intéressant de voir ça. C'est vrai qu'on a un chrono qui est court, donc cette année ça sera différent, même si l'année dernière il y avait un chrono qui était un peu plus long, mais ça n'avait rien changé. Donc cette année il est quand même plus vallonné, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de gros écarts en tout cas. Et puis derrière on a des très très belles étapes pour les grimpeurs, pour qu'on ait un classement général où on est certain que le leader sera allé le chercher vraiment au bout de lui-même et il y aura eu un combat avant. Donc non, très beau tour, très très beau tour qui s'annonce cette année. Très bien, je vais vous donner mon avis pour clôturer cette émission. Alors, le parcours, je le trouve intéressant quand je vois les étapes un petit peu individuellement. Autant l'année dernière, j'étais hyper hypé et je voyais bien ce que les organisateurs avaient voulu faire. Je sentais cette espèce d'osmose entre les étapes et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs moments où on a enchaîné un peu des étapes type classique ou autre. Enfin, je sens moi une osmose autour du parcours du Tour. Alors, c'est peut-être parce qu'il vient de sortir et qu'il faut que je m'y fasse, mais je le trouve moins avec un liant que celui de l'année, que celui qu'on vient de vivre cette année. Et ça, c'est un petit reproche. Le deuxième que j'aurais à donner, c'est que cette année, on avait ciblé des étapes où on se disait le Tour peut se renverser ici. Là, j'ai l'impression qu'en fait, si on s'amuse à faire ça, une étape sur deux, on dit que le Tour peut se renverser ici, quoi. C'est presque trop à vouloir faire du spectacle. J'ai l'impression qu'on en fait presque trop. Et du coup, est-ce que les coureurs vont pas avoir peur
au vu du nombre d'étapes difficiles qu'il y aura sur ce parcours, de se découvrir un peu tôt, quoi. Est-ce qu'ils vont pas se dire ouais non mais là on peut renverser le tour, mais on aura encore 5 occasions plus tard, et finalement ils vont laisser les occasions s'égrener les unes après les autres. C'est un peu les deux reproches que j'ai à faire à ce parcours qui, malgré tout, si les coureurs ont envie de débrider la course et de se bastonner, il y aura tout ce qu'il faut. Du coup, comme je le disais, presque un peu trop, mais voilà. Si je devais le noter sur 3 étoiles, je dirais que c'est un parcours 1,5 étoile, quoi. Allez, border 2 étoiles, mais je lui mets pas 3, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne analyse. Tu devrais faire des podcasts de vélo, toi. C'est vrai. Si jamais vous cherchez GCN et autres, je suis libre. Radio Fringale, c'est du passé. Ok messieurs, et en tout cas, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur cette émission qui atteint presque 1h30, qui va même les dépasser. Bon voilà, vous pouvez l'écouter en plusieurs parties, hein, vous connaissez. Merci Adri et Charlie pour vos analyses fines qui nous ont poussé à une émission aussi longue mais aussi qualitative. Bah ouais, merci à tous les deux, hein. C'était bien de se mettre dans le parcours, et puis voilà, on y voit quand même un petit peu plus clair. Ouais, merci à vous, on est chaud pour ce mois de juillet encore rude, et on aura des premières indications au début de saison sur la forme des différents protagonistes avec les premiers coureurs qu'on verra au départ, mais déjà on y voit beaucoup plus clair avec cette analyse à la loupe. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle ce qu'on a dit en début d'émission. Radio Fringale devient une association. Vous pouvez adhérer. Pour ce faire, rendez-vous sur Hello Asso. Les liens sont dans la description. Plusieurs packs pour adhérer à vos dispositions. Vous pourrez voir tout ça. On fera également de la com sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook. On mettra des posts sur YouTube pour tout vous expliquer. Donc restez connectés. Et surtout, n'hésitez pas à nous soutenir, hein, parce que si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, et maintenant vous pouvez même adhérer à la structure Radio Fringale. Donc on compte sur vous, hein, parce que ça pourra nous aider à développer notre contenu, et c'est quand même notre objectif, comme on vous dit. On va atteindre nos 1 an d'existence, on est déjà au-delà de ce qu'on avait imaginé, tout ça grâce à vous, donc faisons en sorte que l'aventure, aussi belle soit-elle, puisse continuer un maximum de temps. J'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée, mesdames, messieurs, bonne soirée, Charlie, Adrien, on se retrouve tout bientôt, puis pensez à vous alimenter, le froid arrive. Et la fringalguette. Bisous messieurs. Ciao. Salut tout le monde. Ciao.